Puis elle a fait du pentest aussi? Ouais, ouais. Vous avez combien de clients? Bon matin. Bienvenue à la première présentation Hackfest 2023. J'espère que tout le monde va bien. J'aimerais qu'on accueille chaleureusement Andréane de chez GoSecure pour la première présentation. Merci. Bonjour. Merci d'être avec moi ce matin à 9 h. Mais ça aide quand même d'être après le mot d'ouverture. Tu sais, j'ai pas vraiment on mérite, excusez. Cette présentation-là, elle a été faite à DEF CON puis Black Hat en août cette année. Je l'ai traduit en français. Puis aussi, la différence, c'est que j'étais avec mon collègue Olivier Bilodeau, pour ceux qui le connaissent. Donc, ce sera à vous de juger si c'est mieux ou moins bon quand il n'est pas là. Mais dites-lui juste si c'est meilleur. Et fait que vous l'avez en français, mais si vous l'avez vu si vous avez vu le vidéo, si vous voulez le voir, la différence, c'est que j'ai mis un petit peu plus de mon travail que le travail d'Olivier. Donc, mais c'est vraiment un travail qu'on a fait ensemble et c'est ce que ça donne aujourd'hui, c'est ce que je vous présente. Donc, on va parler des Remote Desktop Protocol, du protocole d'accès à distance. Le PowerPoint est traduit, mais bon, c'est sûr qu'il va y avoir des mots anglais qui sortent. C'est juste plus facile, on travaille tout le temps comme ça. Donc, je commence juste par me présenter rapidement. Andréane Bergeron, j'ai un doctorat en criminologie, donc je me spécialise dans le comportement des attaquants. Je veux savoir on étudie leur decision making, comment ils pensent, c'est quoi leur stratégie et comment ils réfléchissent. Là, je travaille comme chercheur chez GoSecure très étroitement avec Olivier qui est plus en ingénierie.
Je suis impliquée aussi dans la communauté de cybersécurité, donc parce que c'est comme ça qu'on apprend en partageant puis en rencontrant les autres. Fait que je travaille au NordSec pour ceux qui connaissent. C'est à Montréal, c'est l'événement de cybersécurité. Donc, puis je m'occupe de la diversité puis des bénévoles puis de la diversité. Bon, avec des groupes de recherche de l'Université de Montréal aussi, je suis quand même restée très, très proche de l'Université de Montréal puis tout ce qui est académique, là. Les objectifs de notre recherche, en gros, c'est pas juste la recherche que je vous présente aujourd'hui, mais en général, tous nos projets de recherche sont faits dans le sens de comprendre les stratégies des attaquants, comme je vous disais. C'est ça mon principal objectif. Et bon, de combattre l'anonymisation des attaquants, parce qu'on ne peut pas dire que mon objectif, c'est de désanonymiser les attaquants. Bien sûr, c'est difficile à faire, puis bon, ça serait argumentable si c'est vraiment ça qu'on fait. Donc, on veut juste aller plus loin, tu sais, juste leur montrer qu'on est capable d'aller chercher des informations sur eux, donc qu'ils deviennent un peu plus prudents par la suite et, bon, augmenter leur coût finalement, d'où le troisième point, augmenter leur coût dans leur calcul coût-bénéfice de comment est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on y réfléchit 2 fois, parce que dans le fond, ça se peut qu'on soit observé. Donc, c'est ça en gros l'objectif de notre programme de recherche. Aujourd'hui, plus spécifiquement, on va parler d'interception RDP. Je vais vous montrer les 5 profils d'attaquants qu'on a observés. Okay, c'est basé sur 190, bien, plus que 190 millions de lignes de log. Mais aujourd'hui, j'ai des vidéos pour vous, c'est ce qui fait que c'est vraiment intéressant à regarder. On va les regarder, essayer de faire des choses malicieuses sur nos systèmes. Et puis les outils qu'ils utilisent. Puis une couple de vidéos intéressantes juste pour en savoir plus sur eux. Donc là, pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, donc aujourd'hui on parle de Remote Desktop Protocol, fait que c'est ce qu'on utilise pour se connecter à un ordinateur à distance. Puis là, ben là, avec la pandémie, on en utilise de plus en plus. Normalement, on cache ces protocoles-là derrière un VPN, donc je suis sûre que tout le monde dans la salle qui en utilise se cache derrière un VPN. Évidemment, nous, on l'a exposé sur Internet parce qu'évidemment, on veut se faire hacker. Tu sais, c'est des honeypots qu'on a mis sur Internet, des pièges, fait qu'on veut que les gens entrent. Fait que c'est sûr qu'on le met un petit peu plus facile, mais vous comprenez de quoi on parle ici. Donc, suite à la pandémie, il y a eu une augmentation de 127 % du nombre d'RDP qui sont exposés sur Internet. Okay? Donc, ce n'est pas tout le monde qui prenne le temps c'est pas toutes les entreprises qui sont non plus équipées ou qui sachent ou qui ont les connaissances nécessaires. Donc, ça a augmenté grandement les points exposés sur Internet, donc vraiment qui peuvent être détectés et hackés facilement. Puis le RDP, c'est un des vecteurs d'attaque les plus utilisés pour le ransomware. Donc, d'où l'intérêt d'aller étudier le protocole RDP, dans le fond. Fait qu'il y a, le phishing avec les emails, et puis ensuite de ça, il y a le RDP. Aussi, l'intérêt d'étudier RDP, c'est que ça attire des humains. Mais ça, c'est un intérêt que je vous dis là, après avoir fait la recherche, on ne le savait pas vraiment avant. C'est un secret. C'est ce qu'on a découvert finalement en faisant la recherche. Plus on avançait, puis plus on se disait, Colin, c'est pas juste des bots, c'est pas juste des scripts qui nous attaquent. Évidemment, pour le brute forcing au départ, oui, mais par la suite, là, c'est ce qu'on va voir, les vidéos de tantôt, c'est clairement un humain avec sa souris qui clique. Là, et c'est ce qui fait que c'est vraiment intéressant à regarder. Donc, comme je disais, on a mis des pièges sur Internet, des honeypots de recherche, bon, ils nous détectent, ils rentrent, ils essaient de brute force, puis ils attaquent. Et on a mis devant ça le PyRDP. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Olivier Bilodeau a fait plusieurs conférences sur PyRDP. C'est, dans le fond, un outil d'interception de tout le trafic là, qui va se faire dans nos honeypots. Dans le fond, sur le protocole RDP. Donc, ouais, je vais vous montrer à quoi ça a l'air, mais juste avant, je veux juste m'assurer que vous savez qui est mon collègue. Je vais lui donner tout le crédit qu'il mérite. Olivier, qui est directeur de la cybersécurité chez GoSecure, il travaille vraiment fort sur cet outil-là avec d'autres gens aussi. Là, il a été aidé par plusieurs stagiaires très valeureux qui ont développé cet outil-là qui est PyRDP.
Donc ça, c'est la liste, on ne lira pas tout ça, okay? Ça, c'est la liste de choses que PyRDP peut faire, mais dans le fond, il y a 2 points plus importants qu'on va discuter aujourd'hui. En gros, c'est un monster in the middle, puis ça va collecter, ça va intercepter tout ce qui se passe. La première chose, c'est qu'il va intercepter l'information avant la compromission de notre système. Donc, dans le fond, les hackers essaient d'entrer ils nous détectent puis essaient d'entrer en utilisant du brute force. Et c'est là on va collecter toutes les hashes, les NetNTLM qui vont passer, dans le fond, qui vont essayer. Donc, on a toutes les creds qui vont essayer pour essayer d'entrer dans le système. Donc, comme je disais, attaque de brute force qui consiste à juste essayer le plus de mots de passe, noms d'utilisateurs possibles, différents. Puis là, évidemment, scripté parce que c'est pas quelqu'un qui rentre ça un par un. Mais c'est ça. Donc, il y a quand même l'utilisation de bots là-dedans, mais il essaie d'attaquer de cette façon-là. Et là, je vous montre, moi, c'est comme ma partie de la recherche préférée, là, vous serez sûrement pas autant excités que moi. Moi, j'aime bien les graphiques, les stats, les maths, tout ça. Donc, ici, on a fait ça pour représenter les attaques de brute force sur nos systèmes. Okay? Et là, ça a l'air big, là, mais je vous explique ça en 4 secondes, vous allez tout comprendre. Ça, c'est pour un mois, pour un IP qui nous attaque. Okay? Ici, on a les jours du mois, donc en partant d'en bas, 1 jusqu'à 30. Évidemment, il n'y a pas de 32 en juillet, mais c'est juste pour qu'on voit la ligne. Fait qu'en tout cas, c'est juste compliqué de faire les graphiques. Après ça, on a les heures du jour dans le bas, okay? Donc de minuit à 23h50. Et en gros, là, chaque ligne va représenter une tentative de rentrer dans notre système. Okay? Donc, un mot de passe et un nom d'utilisateur essayé. Donc, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est exactement ce à quoi on s'attendait avant de commencer la recherche. On s'est dit, ça va ressembler à ça. C'est juste un bot qui nous attaque sans cesse jusqu'à temps qu'il trouve la bonne combinaison pour rentrer dans notre système. Okay? C'est pacte là, avec des attaques. Puis aussi, on a une espèce de, quand c'est jaune, il y a 4 attaques par seconde ou par minute ou peu importe. Là, ça va vite, il y a beaucoup d'attaques. Puis tout ça. Donc, on comprend. On s'attendait à ça. Mais là, c'est parce que ça, oui, ça arrive. Là, on a eu des cases comme ça. Mais la réalité qu'on a retrouvée, c'est plus des affaires comme ça. Puis là, je vous montre 2-3 exemples. Là, la première, en fait, ce qu'on voit, c'est comme si l'attaque était commencée, puis à un moment donné, elle s'arrête. Puis à un moment donné, elle recommence, mais c'est jamais vraiment, c'est pas comme organisé tout le temps à la même place. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que ça a vraiment l'air de, j'essaye une liste, une liste de mots de passe utilisateurs que je sais pas qui existe déjà. Je l'essaye, je pars l'attaque, puis je m'en vais parce que j'ai pas juste ça à faire. Puis je vais me faire un café, puis quand je reviens, ben si elle a terminé et qu'elle n'a pas été successful, ben je vais en partir une autre. Mais à ce moment-là, quand je me rends compte que ma liste elle n'a pas marché, puis il faut que j'en parte une autre, c'est pas nécessairement tout de suite après. Il y a comme une pause. Donc c'est ça qu'on observait comme pattern. On se disait, eh bien, il faut un humain pour la partir, sa liste dans le fond pour la commencer. Donc ben, c'est une hypothèse. Hein, on fait des hypothèses. Fait que ça c'est le premier cas. Mais là, il y avait d'autres choses intéressantes qu'on commençait à observer. Ici, on voit que les attaques sont toutes un petit peu décalées, comme si un délai avait été imposé entre chaque attaque pour éviter de se faire pogner finalement. Parce qu'on le sait, des fois, les systèmes, ils vont bloquer. Tu as trop de tentatives en quelques secondes, ça ne marche pas, c'est pas un comportement humain, fait qu'on te bloque. Mais pour éviter ça, on va installer un délai entre chaque attaque. Fait que ça ressemble à ça. Donc là, on commence à voir que bien, il y a quelqu'un pour réfléchir à tout ça derrière la machine, puis qui prend le temps de faire, bien là, je ne ferai pas ça de même, sinon je vais me faire détecter, fait que je vais utiliser une autre stratégie. Fait que là, on vient comprendre un petit peu, bien, en fait, on vient voir la présence de l'humain puis de la réflexion un petit peu plus à chaque fois. Et une autre chose vraiment intéressante dans ce graphique-là, c'est que, vous voyez, il y a des trous, là, mettons 10, 11, 12, puis 10, là. Bien ça, là, c'est les fins de semaine. Puis il n'y en a pas d'attaque la fin de semaine. Ça tombe la fin de semaine de juillet. Fait que là, ça commence à être vraiment intéressant. Tu sais, ça a été documenté, par exemple, qu'en Chine, il y a des employés de l'État qui sont employés, finalement, pour attaquer, pour faire ça toute la journée. Mais eux, si c'est une job de gouvernement, là, la fin de semaine, ils rentrent chez eux. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, ça commence à être vraiment intéressant, le truc. L'autre chose, bon, okay, ils ont commencé à attaquer juste le 18, mais quand même, on peut voir un pattern quand même intéressant. Il y a des gros trous ici. Fait que dans le fond, on peut partir une attaque, puis qu'elle roule pendant ce trou-là, mais il n'y a aucune attaque qui a commencé pendant cette période de 8 heures-là. Donc, est-ce que c'est parce qu'il dort? T'sais, dans le fond, il n'a jamais commencé d'attaque la nuit parce qu'il dort, ou encore, c'est sa job après sa vraie job, fait que dans le
part jamais d'attaque pendant le jour, pendant son 8 heures de chiffre dans sa vraie job, mettons. On peut s'imaginer plein d'affaires, il y a plein d'hypothèses, mais il y a des comportements humains derrière cette analyse-là là, de calendrier. Donc, je voulais présenter un petit peu rapidement là, les données pour que vous compreniez un peu leur stratégie aussi, là, comme quand ils nous attaquent. On est encore avant la compromission. Là. Donc, j'ai fait le top 12 des noms d'utilisateurs les plus essayés contre nos systèmes. Okay? Fait que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup la présence du mot administrateur ou des variations du mot administrateur. Puis en fait, dans notre échantillon, parce que là, cet échantillon-là a été fait sur 3 mois, okay? Juste pour les attaques de brute force, là, juste pour accélérer l'analyse. Mais ici, donc, près de 60% de ce qui est essayé, c'est le mot administrateur ou un de ses dérivés. Okay? Donc là, tout ce que ça nous dit, en fait, c'est comme important. Tu sais, on pense tout le temps à changer le mot de passe de nos systèmes d'administrateurs. Bien, le username il est aussi vraiment important à changer parce que, dans le fond, c'est 2 informations qu'il leur faut. Puis là, on utilise tout le temps, dans le fond, on change juste le mot de passe. Fait que, bref. Ça nous rappelle l'importance de changer les 2 informations, pas juste le mot de passe. Et puis, 2 choses vraiment intéressantes. Oups, les flèches ne sont pas à bonne place. Je viens de me rendre compte qu'ils devraient être. Dans le fond, ce que je voulais highlighter ici, c'est Offshore Bank puis EC2 Amaz. Dans le fond, ça, c'est le nom de notre certificat RDP et le nom de notre hostname, okay, du système qu'on a mis en place, de notre honeypot. Fait que dans le fond, on voit que dans le top 12 pourquoi je suis rendue au mot de passe? C'était pas les mots de passe, c'est les noms d'utilisateurs encore, excusez, j'ai traduit ça vite, puis j'étais mêlée, je pense. Mais donc, c'est des informations qui ont collectées sur notre système avant de commencer l'attaque. Donc, ça aussi, on ne s'attendait pas nécessairement à ça parce que les autres recherches, ils avaient montré que tu utilises des listes qui existent déjà, puis tu pitches ça dedans, puis bon, tu t'essayes finalement. Mais là, c'est pas ça qu'on voit. On voit que c'était ciblé vers nos systèmes. Donc, là, encore une fois, il y a un humain qui a réfléchi à tout ça puis qui s'est dit, on va essayer ça, et on a plus de chances. Donc, c'est une observation quand même intéressante. Ici, c'est les mots de passe les plus utilisés. Fait qu'en gros, là, on passe vite, mais on voit des variations de notre certificat RDP encore dans les mots de passe. Offshore Bank, c'est comme vraiment une erreur sûrement leurs scripts sont sûrement pas parfaits non plus. Ils essayent toutes sortes de parties de notre nom. Ça pourrait être une bonne stratégie, je ne sais pas. Mais c'est ça, puis Offshore Bank. Puis sinon, c'est des variations du mot password. Donc, on sait déjà, tout le monde sait ici qu'on ne fait pas ça. On ne met pas password comme password. Et l'utilisation simple de chaînes de lettres. Pas de lettres, mais de chiffres, avec des petits chiffres. Donc, on sait que tout ça, ce n'est pas des bonnes informations à mettre dans nos systèmes quand on les set up. Bref. Donc, tout ça pour dire que moi, je vois l'implication de l'humain dans une attaque sur RDP comme un continuum dans lequel l'humain est impliqué. Il faut absolument un humain à quelque part là, pour juste faire l'attaque, mais il faut aussi absolument de l'aide d'un script ou d'un bot ou peu importe. Donc, c'est sûr que les 2 sont présents, mais quand même, quand on se met à donner, mettons, des points de « Ah, là, ça, c'est un comportement humain, c'est un petit peu plus réfléchi, puis ça, c'est un comportement d'ordinateur ou de truc scripté là, on donne des points à là. Et là, ce que ça donne, puis là, je m'excuse, j'ai pas le temps de vous expliquer tout en détail les critères puis de comment je suis arrivée ici, mais bon, vous comprenez avec mon explication de juste avant. Mais ce qu'on voit, finalement, c'est que ça tend un peu plus vers l'humain, et c'est ce qu'on ne s'attendait pas du tout. En fond, nous, on s'attendait à ce que les attaques de brute force soient totalement scriptées, puis un petit peu d'homme, dans le fond. Pas sophistiqué, puis pas réfléchi. Bref. Je reviens à qu'est-ce que PRDP fait aussi. Okay? PRDP, il va venir l'équivalent de filmer qu'est-ce qui se passe sur l'écran. Donc, il va capturer ce qui se passe sur l'écran, ce qui se passe dans le keyboard, le clipboard. On ramasse vraiment beaucoup d'informations. Puis aussi les fichiers qui passent. Là, si tu mets un fichier sur notre ordi, c'est sûr, on va le collecter. Donc, on fait... Puis, il y a un RDP Player qui nous permet de juste rejouer ce film-là. On peut le regarder pendant qu'on se fait hacker, mais on peut aussi le regarder après. C'est vraiment... ça nous permet de voir beaucoup de choses. Donc,
Ce que je veux me concentrer aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on voit sur nos systèmes. Donc, vraiment sous forme d'images vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on intercepte comme information après la compromission? Ça veut dire, ils ont réussi à trouver le mot de passe et le username. Et là, tu sais, bon, il n'était pas très difficile à trouver, là, c'est genre admin. Okay? Mais il faut que tu tombes dessus, il faut que tu tombes sur les bons. Mais une fois qu'ils rentrent, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, je commence juste à vous montrer l'outil. Il ressemble à quoi? Okay, moi, quand j'analyse les vidéos, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est notre outil de replay. Donc, vous allez voir quand le vidéo va commencer, il va avoir ici l'écran. Okay? On va voir qu'est-ce qui se passe sur l'écran. La souris, tous les mouvements de souris avec le petit point jaune, c'est ce que vous allez la voir bouger. Ici, on va avoir tout ce qui passe tout ce qui tape sur le clavier et tout ce qui est enregistré dans le clipboard. Et aussi, au début de la session, je vais le grossir, c'est le username et le password qu'ils ont utilisé. Donc, comme je vous disais, administrator, admin. Et on voit son domaine puis son host. Donc, beaucoup d'informations aussi à qu'est-ce qu'il utilise comme appareil. Donc là, ici, vous allez voir qu'il va taper dans le clavier, okay, puis je vais le grossir. Il tape, puis on le voit en bas. Okay? Et ça, ben, c'est utile surtout quand ils vont aller changer les mots de passe et qu'à l'écran, c'est blurred. Là, dans le fond, on ne voit pas le mot de passe en clair à l'écran, mais on va le voir en bas à ce moment-là. Fait que c'est vraiment pratique. Ici, la chose intéressante, c'est que la personne paste son C drive sur notre système. Donc là, on peut tout collecter. Merci beaucoup. Et puis, il va utiliser XMRig là, dans ce cas-ci, mais on va y revenir à ça, là, ce qui est un crypto miner dans le fond. Donc, ils procèdent dans leurs activités sans savoir que nous, on regarde tout ça finalement. Fait que c'est comme avoir des caméras de surveillance, mais pour les systèmes Windows. C'est vraiment excitant. Donc, en gros, c'est ça, c'est clairement, Olivier passerait 10 minutes là-dessus à vous expliquer comment ça fonctionne, mais là, moi, je vais vous présenter toutes les vidéos, fait que je vais faire ça rapidement, mais dans le fond, on a un serveur Windows, mais devant, on a mis un autre serveur. Bien, dans le fond, on a bâti l'outil sur Linux, parce qu'évidemment, on ne va pas le rappeler, c'est la meilleure chose à faire. On l'a mis sur Linux et on a développé PyRDP, mais là, c'est pas possible d'avoir le serveur Windows sur DigitalOcean où est-ce qu'on s'était tout installé. Donc, on a fait ça comme en 2 parties. Mais l'attaquant, lui, quand il attaque, il peut que passer par là, que passer par notre outil, dans le fond. Et ça, c'est un tunnel vers notre Windows Server. Okay? Donc, il n'y a pas d'autre façon de rentrer dans le Windows Server que de passer par ce tunnel-là avec PyRDP. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur PyRDP, on a fait plein d'affaires, des blogs, des présentations, tout ça, donc vous aurez tout ça. Vous pouvez taper le Purple RDP sur Google, puis ça va sortir tout de suite. Mais là, j'ai fini de parler de PyRDP. Je vais vous montrer les données qui ont été collectées. Donc, ici, on a une map de où ça venait. Bon, c'est basé sur l'IP, okay, puis évidemment, ils peuvent utiliser des proxys ou des ordinateurs compromis, donc ça ne dit pas nécessairement la personne vient d'où, mais vous allez voir plus tard qu'on peut venir chercher là, plein d'informations pour venir corroborer si oui ou non sont à peu près dans cette région du monde-là. Donc, il y a 190 millions de lignes de log qui ont été analysées. Donc là, ce n'est plus un échantillon de 3 mois, c'est un échantillon de 3 ans là, que je vous montre en ce moment. Il y a eu 20 millions de net NTLM hash de collectés, 2500 plus login, dans le fond, c'est des personnes qui ont réussi à rentrer. Il y a eu 478 fichiers qu'on a collectés. Et 2,3 000 captures RDP, vraiment, dans le fond, ça représente une centaine d'heures de vidéos, là, je l'ai ici. On a analysé une centaine d'heures de vidéos. Donc, 2,3 000 sessions enregistrées, mais ils n'ont pas tout du contenu. Tu sais, dans le fond, ils ont réussi à se connecter, mais ce n'est pas nécessairement intéressant. Tu sais, comme justement, quand c'est un bot qui se connecte, il ne fait juste rien. Fait que ça, bien là, évidemment, ça n'a pas été analysé pour les fins d'aujourd'hui. Il y avait 455 sessions avec du contenu. Ça veut dire qu'il y a une image, puis on voit qu'il se passe quelque chose. Mais elles ne sont pas toutes intéressantes non plus, parce que des fois, ils se connectent, puis ils font juste se déconnecter ou...
ils font des petits cercles, puis ils s'en vont. C'est pas, ils sont juste contents d'être entrés. Mais il y a 339 sessions d'intérêt qui se passent des choses, puis c'est ça dont je vous parle aujourd'hui. Ça représente 100 heures de vidéo. Puis là, bon, pour les adeptes là, du MITRE Attack Indicators, je mets ça rapidement, mais c'est les activités qu'on voit le plus dans nos sessions. Fait que dans le fond, en gros, là, si vous connaissez vraiment ça, les grosses catégories MITRE, là, ce qu'on voit beaucoup, c'est de la reconnaissance, discovery, puis impact. Donc, mais là, je passe pas plus de temps là-dessus, là, parce que si ça vous dit rien, c'est plate. Donc, l'objectif, en regardant ces vidéos-là, c'était de caractériser les attaquants. On voulait voir qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur stratégie, comment ils pensent, c'est quoi qu'ils font. Donc, on a utilisé, parce qu'évidemment, c'était pas mon idée, okay? C'était l'idée à Olivier, mais c'est une excellente idée, puis j'ai embarqué dans son idée, mais c'était d'utiliser un peu un thème de Donjon Dragon pour caractériser les attaquants, pour leur donner une petite personnalité. Puis ça, c'est un artiste qui a fait nos dessins pour chacun des personnages. Fait que c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter les 5 personnages. Et on commence par celui que vous n'avez probablement pas vu dans le coin, ici. Le rôdeur. Okay? Le rôdeur, puis là, pour les fans de Donjon Dragon, vous allez vous retrouver dans les noms de personnages, mais sinon, c'est pas grave, vous allez quand même comprendre qu'est-ce qu'ils font. Les rôdeurs, ils vont, les rangers en anglais, ils vont explorer le système, ils vont essayer, soit ils utilisent des scripts, ou soit ils vont juste ouvrir le Task Manager, puis voir un peu, ce qu'ils veulent voir, c'est la performance de l'ordinateur. Ils vont checker l'IP, ils vont checker toutes sortes d'affaires, ils font juste la reconnaissance un peu. Des fois, ils vont juste faire le tour des fichiers, cliquer partout pour voir. Ce qu'on pense, c'est parce qu'après ça, ils font ça, puis après ça, ils font rien d'autre. En fait, ils quittent. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'ils pourraient être en train d'évaluer le système pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça plus tard, ou peut-être évaluer le système pour quelqu'un d'autre. Donc, mais une chose est sûre, c'est qu'ils évaluent le système. C'est ce qu'ils font. Et là, je vous montre un un rôdeur en action. Il vient d'entrer dans le système, il a pasté 2 binaries, il utilise le premier, il run. Dans le fond, c'est des scripts juste de reconnaissance qui vont juste capturer l'information de notre système. Il part le premier, il a copié-collé, en passant, on a vu dans le clipboard, il a copié-collé l'information, il l'a mis quelque part d'autre qu'on ne voit pas, évidemment. Ici, il utilise son deuxième binaries, et il copie encore l'information. Il efface ses traces et il quitte. C'est tout ce qu'il fait. Donc, quand même un comportement intéressant. Et c'est peut-être, là encore une fois, hypothèse, mais c'est notre prochain pas dans la recherche. C'est peut-être que l'année prochaine, je reviendrai avec la réponse à cette hypothèse-là, mais peut-être que c'est aussi un ransomware qui évaluait, voir s'il y avait quelque chose à voler aussi. Mais là, comme notre RDP, ce système-là est vanille, il n'y a rien, je veux dire quand même bien qu'il encrypte ça, c'est pas vraiment intéressant. Donc là, la prochaine étape, ce sera de faire des systèmes qui ont l'air, qui ont plein de fichiers et qui ont l'air vraiment réels. Le deuxième personnage, ça va être le voleur. Ou j'aurais dû dire le roublard, c'est le mot exact, mais je voulais que tout le monde comprenne. Le voleur, donc, lui, il va essayer de monétiser son accès à RDP de toutes les façons possibles. Donc, il va utiliser, là, ça, c'est des exemples du Traffic Generator, Traffic Monetizer, c'est une application, ou du Crypto Miner. Peu importe c'est quoi qu'il essaie de faire, il essaie de faire de l'argent à travers notre session RDP. Et je vous montre un exemple. Ici, dans le fond, il essaye de... c'est un Residential Proxy Enabler, là, je ne sais pas c'est quoi la traduction, mais il va passer le trafic d'un tiers sur notre système, finalement, pour le vendre. Il vend le trafic de notre système. Et ici, il utilise Traffic Monetizer. Vous l'avez vu se connecter à son compte. J'ai été vraiment smart avec le méchant, puis j'ai blurré son mot de passe, puis son nom d'utilisateur. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais en tout cas. Ici, puis là, dans l'application, quand tu l'ouvres, là, il y a une petite fenêtre qui dit combien d'argent qu'il fait à vendre notre trafic, finalement. Okay? Puis il ne fait pas beaucoup d'argent, parce que c'est genre l'équivalent de 4 $. Okay? Ici, un autre exemple de voleur, il va essayer, lui, il utilise XMRig, qui est un crypto miner. Donc, encore une fois, vraiment smart, je blur son portefeuille,
son portefeuille de Bitcoin Gold. Et vous voyez que, bon, on a le local hash rate puis le effective hash rate. Puis dans le fond, il part ça, puis il fait d'autres choses, mais il part ça pour miner finalement avec notre ordinateur. Le prochain personnage, le barbare, le Barbarian. Donc, évidemment, ça va être lui qui va faire des attaques de brute force sur d'autres ordinateurs. Donc, il utilise notre ordinateur pour en compromettre plus. Il travaille avec des listes d'IP, de username puis de password qu'il trouve sur Internet. Donc, il utilise plein d'outils. Et là, je voulais vous en montrer un minimalement. Celui-là. Donc, il vient utiliser Mascan. Okay? Mascan, c'est un scanner de port réseau, puis c'est basé sur l'outil développé par Robert Graham, qui lui est légitime, qui l'a développé pour la recherche. Sauf que, bon, là, évidemment, ils en font une utilisation malicieuse, mais ils ont aussi un petit peu changé la version. L'objectif de Mascan, c'est d'offrir un outil qui est rapide, mais pour détecter les applications et services en cours d'exécution sur les ports ouverts, dans le fond, qui sont exposés sur Internet. Fait que ça effectue des attaques de force brute sur des sessions RDP qui sont valides. Donc, on a un wrapper d'interface graphique, puis les variants malicieux, ils ont des modes avancés, là, quand même. Quand même intéressant. Puis les attaquants, ils sont capables de pivoter d'un système à l'autre, parce que, dans le fond, dans le serveur, ils vont venir trouver, sont capables ils viennent trouver notre IP. Puis là, après ça, une fois que notre IP est intéressant, on est sur AWS, c'est intéressant parce que AWS peut être whitelisté par certaines organisations. Fait qu'ils utilisent notre ordinateur pour en compromettre d'autres parce que ça se peut qu'il ne soit pas blacklisté là-dessus. T'sais. Fait que c'est quand même une bonne stratégie. Et puis voilà, bon, donc Mascan. Mais là, je ne vous parle pas tout de suite des outils, mais je vais vous en nommer d'autres tout à l'heure, on va en voir d'autres. Mais là, vu qu'on le voyait, je vous en parle. L'avant-dernier, le quatrième personnage, c'est le magicien, le wizard, qui va utiliser RDP comme un portail finalement pour aller utiliser d'autres, pour utiliser d'autres ordinateurs compromis, mais à travers notre ordinateur. Donc, c'est comme s'il se double cachait finalement, et il utilise RDP. En fait, je vais juste vous montrer la vidéo, ça va juste être plus simple. Ici, vous allez voir, il est déjà sur notre système, donc il a utilisé RDP, il est sur notre système, et là, il se connecte à une autre session, une session supplémentaire en utilisant RDP. Okay? Mais dans le fond, là, il n'y a aucune file, lui, il n'y a pas de document, il n'y a rien, il est sans fichier, on va dire. Il utilise ce qui est déjà là, ce qui est déjà présent dans l'environnement. Fait que c'est vraiment dur à détecter. Là. RDP il est déjà sur l'ordi. Fait que c'est facile à utiliser. Fait qu'ils peuvent rester dans le système pour vraiment longtemps avant d'être détectés, en fait, parce qu'ils n'utilisent pas d'autres outils. Et ici, l'attaquant, dans le fond, il sauve une deuxième session. Et là, remarquez le ghost user ici, OK? Je vais y revenir tantôt, fait qu'il faut le retenir. Il utilise le ghost user, puis il se connecte à 2 sessions RDP en même temps, puis lui, il monitore un petit peu ce qui se passe sur ses autres sessions. Puis l'outil qu'il utilise, c'est NLBrute. Puis NLBrute, c'est, encore une fois, un outil de brute force, mais spécialement pour la RDP, finalement. Puis la personne qui a fait NLBrute, c'est un Russe qui a été arrêté et extradé vers les États-Unis vraiment récemment quand même, cette année, le 23 février 2023. Puis sur VirusTotal, là, on a comme téléversé 3 échantillons de NLBrute qu'on a trouvés. Puis ils sont comme inédits, ils sont non détectés par CrowdStrike, E7, F-Secure puis Kaspersky. C'est quand même, c'est vraiment un outil qui va être utilisé, puis même si le gars il a été arrêté, on s'entend que l'outil est encore disponible, il est là. Donc, on peut continuer à l'utiliser. Donc là, il est là, puis il monitore qu'est-ce qu'il fait sur les autres sessions. Donc là, on va dire, là, Colin, le wizard, c'est le gars ou la fille, qui est living off the land. Il utilise comme absolument aucun autre outil, à part ceux qui existent déjà dans la machine. Le dernier, lui, c'est mon petit préféré. Le dernier, c'est le barde. Puis pour les joueurs, là, je ne veux pas starter de débat s'il y a des joueurs de Donjons Dragons dans la salle, mais
des fois, le bard, c'est comme considéré comme le coéquipier un peu ennuyeux, qui contribue un peu moins. Mais ça, je sais que c'est pas vrai, là, pour ceux qui aiment ça. Mais c'est quand même ça. Puis là, ben, on a fait le parallèle avec le bard parce que c'est une personne qui n'a pas vraiment de compétences apparentes quand il rentre dans le système. Okay? Puis c'est vraiment bizarre, on ne s'attendait pas à voir eux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont venir faire des recherches Google vraiment de base, et où ils vont consommer de la pornographie, ils vont télécharger des films, des affaires qu'on ne s'attendait pas du tout à voir. Nous, on s'attendait à voir des pirates. Puis je vous dis que j'étais un petit peu triste de voir parce que pendant une semaine, je regardais, puis je me disais, ça se peut pas, là, je regarde des personnes regarder de la pornographie. J'ai pas fait un doctorat pour cette raison-là. Ça se peut pas. Fait que j'étais contente de voir qu'après ça, il y en avait des vrais hackers, mais voilà. Donc, notre hypothèse, c'est qu'en fait, cette personne-là aurait acheté l'accès à quelqu'un d'autre, parce que, clairement, ils n'ont pas de compétences de hacking ici, là. Et puis là, ben là, évidemment, il faut que je vous montre une vidéo, puisque je vous en ai montré pour les autres. Donc, en gros, ils viennent faire des recherches Google comme c'est quoi le plus gros virus ever? Puis là, oui, je traduis parce que bon. Et puis là, ils vont consulter quelques sites. Là, ils vont cliquer ici. Là, j'ai traduit, mais tu sais, en gros, ça donne des informations sur les plus gros virus. Puis voilà. Puis ensuite, il y a une autre recherche sur VirusScript, parce que peut-être qu'il serait capable d'en lancer un lui-même. Hein? Donc, il regarde ça vite, mais on s'entend qu'il abandonne assez rapidement pour aller regarder de la porno. Donc, il fait toutes sortes de recherches, porn.org, porn.com, sex.org. Oui, 4, et on est rendu à 5 recherches, Iranian porn. Et là, c'est là qu'on voit ses compétences en tout cas, ses compétences de rechercher de la pornographie parce qu'il le fait sur YouTube. Fait qu'il a cherché longtemps sur YouTube, c'était quand même drôle, là. Je l'ai regardé assez longtemps. Puis tu sais, il tape Pornhub sur YouTube, genre, il knows, mais en tout cas, il tape juste pas à bonne place, le pauvre. Il est à ça, tu sais. Ça, c'est le genre d'attaquant que j'ai pas le goût de débloquer le système, parce que tu sais, bon, quand il commence à attaquer d'autres personnes, évidemment, on débloque tout pour pas faire de mal à d'autres personnes. Ça, j'ai le goût de les laisser plugger, là. Les pauvres, ils en ont besoin. Donc, pourquoi de la pornographie? Revenir à la science un petit peu, je me suis posé la question parce que là, Colin, j'étais découragée la première semaine. Mais dans le fond, j'ai regardé un peu leur IP, d'où ça venait, tout ça, bon, toutes sortes d'informations qu'on peut aller chercher. Et il y a des pays dans le monde, il y a des régions du monde qu'il y a une censure d'Internet, et ça inclut bien souvent l'accès à la pornographie. Et souvent, ils sont quand même, quand tu te mets à interdire des choses, il faut que tu prennes des moyens. Donc, les VPN sont souvent aussi bloqués dans ces régions-là. Donc, le RDP devient une solution pour eux pour se connecter puis, bon, faire ce qu'ils ont à faire. Donc, la prévalence des différents types de ces 5 profils-là d'attaquants, je vous la montre ici. Il y a, dans le fond, c'est le rôdeur, le ranger et le barbare qu'on va voir le plus dans nos sessions RDP. Ensuite de ça, bon, il y a les voleurs, les bardes et les magiciens. Et puis aussi, l'autre chose intéressante, c'est qu'ils ne sont pas tous mutuellement exclusifs dans leur classe, c'est-à-dire que des fois, leurs activités peuvent se croiser. Hein? Donc, il y a des rôdeurs qui vont aussi faire des activités de barbares, dans le fond, qui vont aussi brute forcer par la suite. Donc, vous voyez le croisement sur les, on était, je ne me rappelle même plus du chiffre, 395 sessions. Ben, là-dedans, vous voyez un petit peu la répartition. Là, il y en a qui se croisent beaucoup. Donc voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de bards qui font du brute forcing, mais il y en a. Donc dans le fond, c'est un semi-hacker qui va faire du brute force, mais qui va aussi aller regarder des vidéos. Donc les outils des attaquants, là, je le sais pas, je regarde l'heure, il me reste du temps. Donc les outils des attaquants, ça c'est ce qu'on a vu, okay, dans les 395 sessions qu'on a regardées. On a toutes vu ceux-là, mais là, évidemment, pas le temps de passer à travers tous ces outils-là aujourd'hui. On a déjà vu ensemble le Mascan puis le NLBrute dans les sessions. Je vous les ai mentionnés dès qu'on les a vus pour rapetisser la liste. Mais dans le fond, ce que je vais vous montrer là, on va voir Silver Bullet, qui est quand même vraiment intéressant, et puis 3 outils des rôdeurs pour, voilà, bien,
s'il y a du Blue Team ici, ça va être vraiment pertinent. Mais sinon, bon, c'est intéressant, vous allez voir. Silver Bullet, okay? C'est un peu le même principe que Burp, pour ceux qui sont familiers avec Burp. Donc, c'est un outil pour tester la sécurité des applications web. Burp va utiliser un proxy, mais Silver Bullet, de son côté, va utiliser une centaine de proxys. Okay? Donc, c'est clairement pour du credential stuffing. Là, on ne se fera pas de cachette ici. Là. On voit du credential stuffing pour Netflix, PayPal, Spotify. On en a vu plein là, à travers, qu'eux essaient de faire là, pendant les sessions. Puis, il y en a sûrement d'autres qui peuvent être utilisés. Mais, puis, on en parle beaucoup dans les forums de compromission de compte. Il y a des channels Telegram dédiés à Silver Bullet. Puis, c'est distribué sur GitHub. Et là, sur leur site web, on parle de automated pen testing, puis on dit, c'est ça, que c'est légitime, c'est pour la recherche seulement. Mais quand on regarde, là, ça c'est l'outil en tant que tel, là, un screenshot du haut de l'outil. La chose que tu vois, c'est proxies, word list. Puis en dessous de config, il y a CAPTCHA, bypass, Cloudflare, bypass. C'est clairement malicieux. C'est pas l'équivalent de Burp là, ici. Puis sur leur site encore, ils disent « Mais attention, c'est illégal de l'utiliser si c'est pas pour faire de l'automated pen testing éthique. » Donc là, merci qu'ils aient écrit ça parce que grâce à eux, c'est pas utilisé de manière illégale. C'est vraiment apprécié. Une chance qu'ils sont là. L'autre outil que je voulais vous montrer, c'est Xdedic RDP Patch. Fait que dans la session du magicien qu'on a vu tantôt, il se connectait à une session RDP piratée avec Ghost User. Ça, c'est parce qu'il utilisait cet outil-là. Puis, il s'agit, dans le fond, d'un outil de persistance, fait que ça leur assure de pouvoir revenir dans le système RDP et continuer leurs activités sur une session comme un peu cachée. Fait que ça veut dire que l'autre personne, la personne légitime à qui ça appartient le système, peut continuer de faire ses activités et lui utilise l'autre session comme si de rien n'était. Donc, évidemment, ça, normalement, c'est bloqué par Windows. Tu ne peux pas utiliser deux sessions en même temps, à moins que tu ailles des permissions spéciales là, de Windows Server. Mais normalement, ça c'est pas permis. Donc, cet outil-là permet de bypasser ça. Et l'outil, il survit aux updates de Windows. Fait que c'est vraiment un outil intelligent, finalement, à utiliser. Même chose que pour notre Mascan, le groupe a été arrêté, mais évidemment, l'outil roule toujours et existe toujours et est encore utilisé. Windows Defender Remove Script. Fait qu'eux, là, ils utilisent install WimTweak. Fait que, dans le fond, c'est considéré comme un paquet légitime par Windows. Donc, c'est ce qui fait que c'est un peu difficile à détecter. On a sur Virus Total Ratio, sur Virus Total, pardon, on a 0 sur 61 de détection. Là. Fait que ça en est un qu'il faudrait... Puis ça, évidemment, on l'a scanné sur Virus Total avant Black Hat DEFCON. Là, je ne l'ai pas scanné aujourd'hui, puis j'espère qu'il y en a peut-être plus qui le détectent. On a tout documenté ça. Ça nécessite d'être admin pour le faire fonctionner, pour le starter. Et ça permet de modifier les OS package, dans le fond, puis ça va rendre visible les OS packages cachés. Ils vont désactiver Windows Defender, ils vont repackager pour que Windows continue de fonctionner par la suite. Ça ne fonctionne plus sur les Windows 11. Okay? Ils ne peuvent pas rouler ça sur les Windows 11. Puis on l'a essayé avec ou sans la protection contre la falsification. Là. On a essayé les deux. Par contre, nous, on l'a roulé sur Windows Server 2016 et ça fonctionne très bien. Donc là, ça dépend de la version que vous avez. Mais oui, ça fonctionne sur certaines versions. L'autre outil que je voulais vous montrer, le Decontrol, donc c'est pour désactiver le défenseur, le Defender, Windows Defender, et décharger les pilotes. Donc ça a été utilisé par des ransomware groups, on l'a vu, ça a été comme documenté, et c'est quand même un peu détecté là, par une couple d'antivirus, mais pas tous.
Et puis, ça a été documenté dans le DFIR Report, fait que si ça vous intéresse, il y a toute la documentation. Donc, bref, tous ces outils-là, on va les documenter un par un, puis ceux qui ne l'ont pas été, du moins. Puis, ça va être sur notre blog là, dans les prochains mois, ils ne sont pas encore sortis. Puis, évidemment, on a beaucoup de travail, mais ça va finir, on va le faire parce qu'on a toutes les captures, puis les hashes. On va sortir les hashes, puis les... J'ai un blanc pour... mais tout ce qui va être utile là, pour pouvoir le détecter dans vos équipes si c'est pertinent. Donc, je poursuis. Quand je fais une classification de tous ces outils-là, okay, toute la liste qu'on a vue dans nos sessions, quand on faisait la recherche, c'est ce que ça nous donne, okay, quand on les classifie par objectif. Donc, en gros, la plupart des outils vont servir à faire des scans et des attaques. On a des outils facilitateurs, là, toutes sortes de choses pour les aider à commettre ou à utiliser un autre outil, par exemple. Et ensuite, téléchargement, communication. Puis par communication, c'est qu'on a vu vraiment beaucoup de télégrammes. Puis là, quand ils ouvrent leur télégramme, évidemment, on voit beaucoup d'informations sur les chatrooms malicieuses, où est-ce qu'ils vont aller chercher de l'information puis partager de l'information. Fait que c'est quand même... Et ils utilisent aussi Telegram pour s'envoyer des fichiers. Soit s'envoyer des fichiers à eux-mêmes, mais aussi envoyer des fichiers à d'autres gens. Donc, intéressant. Donc, là, je vais faire ça rapidement, mais je voulais vous montrer des sessions comme intéressantes, des observations intéressantes. Premièrement, les attaquants peuvent travailler en équipe, okay? Ce que je ne m'attendais pas nécessairement. Mais ici, le gars, la personne, va télécharger NLBrute, okay, encore, mais on voit dans son clipboard qui écrit à quelqu'un d'autre « Pourquoi tu as délité toutes les applications sur notre session? » Fait que, avec un petit cœur brisé. Donc, on voit que, dans le fond, ils sont plusieurs à utiliser la session, puis, bon, ils travaillent en équipe, mais clairement, il y en a un qui pense moins aux autres que l'autre, on va dire. Donc, voilà, ils travaillent en équipe. D'autres, il y en a qui ne parlent pas anglais, OK? Ça, c'est quand même drôle aussi dans le système. Ici, ils essayent de rentrer sur Google Ads avec des fausses cartes, des cartes de crédit, en fait, des vraies cartes de crédit volées. Et là, il obtient un message que ça ne marche pas, mais il ne comprend pas, fait qu'il va dans Google Translate, il choisit sa langue, tu sais, vraiment le niveau d'attribution ici est 100%, donc on sait la langue qu'il parle, et il va venir traduire que finalement, tu sais, genre, son pending approval, il n'a pas fonctionné parce qu'il a trop gossé avec des cartes. Et oui, puis là, je fais une petite parenthèse ici. Il y a beaucoup d'alphabets différents qui ont été retrouvés dans les sessions et c'est ce qu'on va, c'est ce que ça donne dans le fond. Okay? Mais c'est pas toutes les sessions que je suis capable de dire, je suis sûre que cette personne-là parle cette langue-là. On peut avoir des doutes, mais là, si je prends juste ceux dont j'étais certaine, c'est ce que ça nous donne. Donc, arabe à 50%, du farsi, là, du perse, cyrillique, vietnamien, chinois. C'est ce qu'on retrouve. Mais ça, on comprend que ça représente juste cette portion-là là, de toutes les sessions. Là. Donc, tous eux, peut-être qu'ils parlent tout anglais ou ils parlent une autre langue qui n'est pas représentée. Okay? Fait qu'on comprend bien, je ne veux pas vous induire en erreur. Là. Fait que ça représente juste ça. Notre outil est parfait pour la collecte d'informations pertinentes à l'enquête. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le law enforcement dans la salle, mais quand on a accès à plein d'informations qu'évidemment, nous, on n'utilise pas parce que je fais de la recherche et j'essaie d'être le plus éthique possible. Mais oui, je vois, là, on voit son numéro de téléphone. Puis là, bien évidemment, ça pourrait être un numéro de téléphone qui n'existe pas, un burning phone. Mais quand on va voir d'autres informations avec leur IP, leur truc, tout ça, on voit ici que c'était vraiment une personne d'Algérie. Donc, puis là, quand on rentre ici, c'est connecté à Telegram, et là, on voit, toutes les rooms qu'il fréquente et sur lesquels on peut faire aussi des enquêtes. Donc, assez intéressant. Point à retenir, les personnages, je vous les ai présentés, mais comme ça va vite dans le temps, je ne vous les répéterai pas qu'est-ce qu'ils font, mais voilà, nos personnages. Puis les points à retenir un peu plus importants, c'est que, bon, pour les chercheurs, RDP, c'est vraiment intéressant pour faire des études de l'humain, parce que c'est clairement des humains que vous avez vus dans les vidéos, il n'y a pas de bots qui regardent la porn. Ou peut-être, je ne les connais pas. Les
Blue Team, ben consommez les IOC, tu sais, sur notre blog, il va y avoir aussi plein d'informations là-dessus. Développez vos propres pièges pour savoir qui attaque vos compagnies aussi. Ça peut être une sécurité de plus, finalement, un wall de plus. Et pour les forces de l'ordre, bien évidemment, vous pouvez intercepter beaucoup d'informations avec ça. Et nous, l'objectif, là, on parle de ça, on révèle tous nos trucs et tout, mais ça répond à l'objectif de faire peur aux attaquants. Finalement, on vous voit, on vous filme. Pensez-y 2 fois, mettons. Ou faites-le pas, ça sera encore mieux. Et puis, pour les conseils de protection, là, plus high-end, là, plus général, ben, dans le fond, on n'expose pas nos RDP sur Internet, on se cache derrière les VPN. Bon, là, il y a comme la moitié de la salle qui font évidemment, puis l'autre moitié qui font « OK, je prends ça en note pour mon boss parce que c'est à lui qu'il faut y dire. » Changer nom d'utilisateur, d'administrateur, on ne met pas administrateur, faites juste n'importe quoi d'autre que ça. Empêcher l'utilisation de mots de passe faibles, évidemment, puis limiter les débits de connexion. Parce que, comme on voit, ben là, quand on les détecte, comme ça les empêche de nous attaquer plusieurs fois par seconde et d'utiliser leurs outils. Donc voilà, merci beaucoup. Puis, est-ce que j'ai le temps pour les questions? Y a-t-il quelqu'un qui peut me faire un signe? Oui? 5 minutes. OK, j'ai 5 minutes pour les questions, c'est super. Si vous en avez, je suis ouverte. Oui? Tu veux dire, mettons, RDP par rapport à... Ouais. Oui, non, on ne l'a pas testé, mais c'est définitivement dans nos plans. Là, on est sur DigitalOcean, c'est ce qu'eux voient. Puis effectivement, ça peut vraiment influencer qui nous attaque, mais ça, on ne l'a pas encore testé, mais c'est dans nos plans futurs. Ouais. Ouais. Je m'attends à avoir des résultats différents. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? Je peux le rajouter à notre liste de choses. Oui, évidemment. Mais oui, ça serait une bonne idée. Mais il y a toutes sortes de choses qu'on veut essayer. Là, comme je disais, remplir avec des fichiers, ça c'est mon ex parce que je veux vraiment voir si ça change quelque chose pour les ransomware. Mais après ça, changer le port RDP. Il y a toutes sortes. On a une liste de choses qu'on veut essayer. C'est juste que ça prend du temps parce qu'après ça, il faut collecter les données, il faut en avoir pour les analyser. Mais oui, ça aussi, ça pourrait être ouais. Puis j'ai vu une autre. Oui. Excuse-moi, dans quoi? Toutes ces réponses. Fait qu'on a vu de toutes, mais évidemment, c'est ça. C'est soit ils prennent notre IP pour faire pour attaquer d'autres avec notre IP, donc qui pourrait être whitelisté pour certains, mais aussi ils prennent notre IP pour essayer de, si on réussit à rentrer dans notre système, ben peut-être qu'on est une organisation puis qu'on en a d'autres systèmes. Fait que ça aussi ils l'essayent. Fait que on a vu de tout là. Ils font tout. Ouais. Oui. Fait que c'était du NLA, mais on avait aussi mis du TLS, mais ça c'est vraiment plus des bots, puis c'était vraiment moins intéressant. Puis bon, fait que ça c'était juste du NLA. Puis après, là, ça serait une meilleure question pour Olivier. Mais en fait, Olivier serait vraiment meilleur pour répondre à cette question-là, parce que c'est lui qui s'occupe de toute cette protection-là. Là, mais juste le contacter, puis il va te répondre plus précisément que moi. Oui? Est-ce que c'est possible d'utiliser, de détecter que RDP est utilisé par... Est-ce que ta question, c'est de savoir si c'est possible de voir si PyRDP est là ou pas? OK. Non. Bien, en tout cas, pas, à moins qu'on ne le sache pas encore, là, mais clairement, il n'y a personne là-dedans qui s'en est rendu compte. Mis à part peut-être un qu'on ne sait pas si c'est parce qu'il s'en est rendu compte ou je ne sais pas trop. En fait, il y a une personne qui a ouvert le notepad puis qui a écrit « LOL » puis qui a quitté. Fait que là, je ne sais pas si c'était quelqu'un qui me faisait une blague ou, je ne sais pas, OK? Mais je me suis dit, je me suis mis à douter de... ma réponse, normalement, ça aurait été « non, c'est pas possible », mais là, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Mais techniquement, c'est pas possible de le voir, là, donc, mais à voir, là, essayez donc de le craquer. on va l'apprendre.
Ouais, ben là, ça serait vraiment difficile parce que nous, on déplugue tout, hein. Fait que, tu sais, s'il y a quelqu'un d'installé, il va être expulsé immédiatement. Fait que je penserais pas, mais encore là, ben, peut-être qu'on le sait pas encore, là, que c'est possible. Mhm. Oui. Par RDP. Ben en fait, par RDP, c'est open source. Hein, donc, c'est sur GitHub. Vous allez sur notre GitHub, vous l'utilisez. Donc, oui, il y a des gens qui l'utilisent, puis qui s'amusent avec ça. Donc, oui, c'est possible, mais on ne le vend pas. C'est de la recherche. Là, on le donne à tout le monde. Fait que oui, il y a des gens qui l'utilisent. C'est bon? Ben merci.